Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est super content de vous retrouver pour un nouveau programme. C'est Plateau Ciné. On est avec presque toute l'équipe. Il y a Guillaume Peton. Bonjour Guillaume. Salut à tous. Rivka Ferrando et Puig. Bonjour. Martin Maffei. C'est Gaz. Salut Martin. Et il n'y a pas Théo Hott qui est avec nous d'habitude, il est en régie, on le salue. Petit ange parti trop tôt. Il y a Andy Grandillon, bien sûr. Il y a Andy Grandillon, c'est moi. Merci Martin. Et nous avons un nouveau jingle. Balance-le. Bienvenue à Plateau Ciné. Et surtout, nous avons une invitée exceptionnelle ce soir présente avec nous. Je vous introduis Zélie Serra. Salut. Salut Steve. On est très content que tu sois là. Alors avant de commencer, quand même, on va introduire un chouille l'émission. L'émission donc Plateau Ciné. On choisit un film, on le regarde au cinéma. Là, en l'occurrence, c'est à Saint-François, donc c'est pas très loin. J'espère que vous serez nombreux pour la prochaine projection. Et donc, on invite une invitée. Là, cette fois, c'est Zélie. Et on parle du film autour de la table. Le film qu'on a choisi aujourd'hui, c'est The King of Kong, A Fistful of Carters. Il a été réalisé par Seth Gordon. Il a été tourné en 2005 et il est sorti en 2007. Et c'est un documentaire qui raconte la lutte entre Billy Mitchell et Steve Wiebe, deux joueurs de jeux vidéo d'arcade, pour le record du monde du jeu Donkey Kong. Alors, est-ce que quelqu'un veut introduire un peu plus en détail l'histoire ou introduire ce qu'est Donkey Kong, par exemple ? Alors moi, je veux bien Andy. Alors pour vous expliquer ce qu'est Donkey Kong, c'est un jeu de plateforme sur des machines d'arcade qui a été inventé par Nintendo en 1981. Donc c'est un jeu où il faut secourir la princesse du méchant Donkey Kong et il faut éviter des obstacles. Et c'est un jeu qui est extraordinairement complexe pour l'époque et qui présente pour la première fois une narration. Donc on doit sauver notre compagne, en fait. Et du coup, c'est assez innovant et ça va rester en fait dans la culture des jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui où Mario encore secourt Peach. Et voilà, et c'est un jeu qui est très complexe pour son époque, qui comporte 22 niveaux. Et voilà, et c'est pour ce jeu que vont se battre Billy Mitchell et Steve Wiebe. Bah ouais, c'est ça, en gros. Est-ce que, déjà, peut-être première question, Zélie, est-ce que tu as aimé le film ? Oui, beaucoup. Enfin, j'ai vraiment aimé parce qu'il y avait une dimension émotionnelle assez forte. Et je pensais pas être prise dans le film comme ça, mais j'étais vraiment investie. Et je pense que un des points forts du film, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aimer les jeux vidéo, même si moi j'aime bien, mais il n'y a vraiment pas besoin d'aimer les jeux vidéo pour vraiment être investi dans le film. Oui, je suis assez d'accord avec toi parce que j'ai l'impression, à l'avoir montré à pas mal de gens, j'ai l'impression que peu importe le domaine dans lequel les gens évoluent, ça plaît quand même. Il y a très peu eu de retours négatifs et pour autant, pour l'avoir présenté à une pluralité de personnes assez étonnante. Donc je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'avais une question. Plutôt team Billy ou plutôt team Steve ou plutôt team Brian ? Parce qu'il faut rappeler que de ce film, il y a une tension évidente entre les deux personnages, parce que ça va être 3 successions de batailles entre Steve Wiebe et Billy Mitchell. Et en fait, ces deux personnages qui sont très différents. Billy Mitchell, c'est le grand vilain, celui qui a son équipe, qui a du charisme, qui a réussi dans beaucoup de sphères de sa vie. Non, pardon, Billy Mitchell. Et Steve Wiebe, c'est justement le héros non-héros qui est en fait fort dans tout, mais qui n'a jamais de reconnaissance et qui ne réussit jamais, mais qui conquiert quand même le cœur des gens. Éternel second. Voilà, donc perso, team Steve quand même. Et en même temps, Billy Mitchell, il est iconique, donc on ne peut pas l'oublier. Il est iconique et moi, ce que je propose, c'est peut-être d'écouter un extrait un petit peu pour qu'on comprenne à quel point est-ce qu'il est iconique. Ah oui, ça c'est sûr. C'est genre un gros patriote américain et il explique à la caméra que quand il porte une cravate, c'est pas pour rien, quoi. Et souvent, c'est une cravate avec des étoiles et qui ressemble beaucoup à un drapeau en 3 lettres, USA. Donc, vas-y. I often have people ask me what my handle is, what my 3 initials are.
I mean, come on. I tell people, look at me. What do you think my 3 initials were? If you don't know, you're not looking hard enough. TIE, No. Which one was I wearing yesterday? the American. USA. USA. So I had Latin friends and I had Canadian friends, and I always had to keep the Americans on top. Donc en gros, il est en train d'expliquer que sa cravate, elle le représente lui, et que voilà, que c'est une cravate qui montre le drapeau américain. Et après ça, il a quand même l'audace de rajouter: j'ai des amis latino-américains, j'ai des amis cubains, je crois, mais ceux sur lesquels je mets sur un piédestal, c'est les Américains. Moi, j'ai une petite question pour Zéhi. Est-ce que tu te souviens qui est Walter Day dans le film? Oui, mais pas précisément, mais je me souviens de son visage. Ok. Pourquoi? Et parce qu'il jouait de la guitare à un moment. Alors ça, c'est un détail très très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut parler un peu de Walter Day et de sa guitare? Bah pourquoi pas. Ça le définit pas non plus, Walter Day, lui et sa guitare. Cependant, lui, je pense qu'il y aimait une sorte d'importance parce que, à part avoir été dans ce film, évidemment, il n'est pas acteur, puisque c'est un documentaire, il a été aussi commercial dans la vente de pétrole, enfin, il a fait tout plein de choses dans sa life, mais on a eu l'occasion de lui poser la question, on y reviendra peut-être, mais on a eu l'occasion de lui poser la question, et lui, il se sent musicien un peu avant tout, et c'est ce qu'il a voulu faire pendant toute sa vie, et quand on a pu l'interviewer, il nous a balancé un peu une petite info comme quoi il était en train de préparer un album. Et moi, j'aimerais aussi vous faire peut-être écouter un petit extrait de ce qu'est capable Walter Day. But it's easier said than done. But it's easier said than done. Yes, it's easier said than done. Yes, it's easier said than done. Your heart is just a sad museum, a prison filled with broken-hearted men. We're trapped inside the cold museum of your heart, the museum of your heart, the museum of your love, the museum of the men who loved you before, who never escaped and still love you so. We're locked here inside. You say the simple signs of my love cause dismay. So I question every word that you say. Cause love in a changing world, my heart hurtin', hurtin', hurtin'. Cause love with a changing girl, my heart hurtin', hurtin', hurtin'. Your love is the whirl and swirl, spun like a dancing girl. Every time I think we're cured, we're hurtin', 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 hurtin'. I notice your eyes, love in a changing world. I noticed your smile, love in a changing world. Deep forest of pines seem to fall from your mane, from the passage of my hand through your hair. Merci, bon, il y a eu un petit souci technique. Donc comme vous l'aurez compris, on a eu l'immense privilège d'interviewer Walter Day. C'était un grand moment, 1 heure d'interview, où il y a eu des surprises. On a notamment eu Billy Mitchell au téléphone aussi pendant cette interview, donc c'était quand même vachement intéressant. Il nous a parlé du film, il nous a parlé de sa vie, de ce qui s'est passé après, avant, pendant. Et c'était hyper intéressant, donc on va mettre régulièrement des petits extraits de l'interview pendant cette émission, puis on va en parler.
Moi, je voudrais vraiment parler de Walter Day parce que c'était hyper important comme moment pour nous de le joindre. C'est quelqu'un de super sympathique qui nous a répondu assez vite. Et il a vraiment complémenté le film en nous parlant de derrière les scènes et de aussi sa vie, de lui. C'est quelqu'un de très bavard. Donc c'est un type qui est né dans les années 60. Il est allé vivre à Boston et en fait il est... C'est un hippie. Voilà, Oui, il est tombé le mouvement hippie. Il a pris beaucoup de drogue. Et en fait, parce que tout a un sens jusqu'aux jeux vidéo. Parce que n'oubliez pas que Walter Day, c'est l'arbitre en titre de Twin Galaxy, c'est-à-dire le lieu d'arcade qui a dans son équipe Billy Mitchell et qui comptabilise tous les gagnants de scores mondiaux de jeux vidéo. Et donc, il est tombé dans la drogue. Il a essayé de s'en sortir. Il s'en est sorti par la méditation transcendantale. Et en fait, la méditation transcendantale permet une sorte de haute conscience des choses et qui compare en fait au cerveau des joueurs qui détiennent des scores en fait. Donc voilà. Donc il faut avoir un gros cerveau et pratiquer la méditation transcendantale. Zélie, ça t'intéresse de pratiquer la méditation transcendantale? Je t'avoue que je ne l'ai jamais fait et je compte pas forcément le faire. Mais Il faut être ouvert à tout dans la vie. Est-ce que tu comprends que, genre, dans la tête de Walter Day, c'est un lien entre le fait d'être hyper bon aux jeux vidéo? en vrai, je trouve ça un peu perché, mais au niveau concentration, il y a quand même un lien entre la concentration qu'il faut pour méditer et la concentration extrême qu'il faut pour les jeux de plateforme. Donc je comprends quand même le lien, mais c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux. De toute façon, tout le personnage est un peu tiré par les cheveux. D'ailleurs, tous les personnages, enfin les vraies personnes de ce film sont tirées par les cheveux. Sauf Billy. Il a un trop beau washing pour être C'est tiré vrai par les qu'il cheveux. Il est authentique. Il Il se tire par les cheveux. Il se tire Voilà, par les cheveux. Il y a se notamment peigne lui-même. une superbe scène où justement on le voit un peu dans l'encadrement de sa porte, en train de se repeigner sur un air génial, You are the best, etc. Où il est tout simplement sublime, quoi. On comprend un petit peu mieux le personnage, l'envers du décor. Enfin, c'est clairement ça. C'est les caméras qui s'incorporent à la vie de Billy et des autres. Steve Wiebe, par exemple, ça se fait quand on le voit un peu avec ses enfants pendant les interviews où il est en train de confesser certaines choses, mais qu'à côté de ça, il y a son gosse qui est en train de faire des roulades sur le canapé. Lui, c'est quand il est en train de faire sa morning routine avec de la laque dans les cheveux et une musique de pseudo-beau gosse. Ça représente bien, je trouve, les personnages, en fait, toutes ces musiques. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est décrit comme un documentaire, mais toutes les personnes qui sont filmées, c'est des archétypes d'Américains, de Républicains, D'Américains moyens. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est plutôt un film sur l'Amérique, en fait. Oui, Ah oui, totalement. c'est des personnes très humbles, en fait. C'est très sincère. C'est un docu qui est construit en interviews superposées. Et du coup, on n'a que des témoignages. C'est entièrement des témoignages. Donc, on a des scènes de confession, en fait, qui sont super crues. Et c'est ça qui est d'autant plus intéressant, c'est que, en fait, est-ce que c'est vraiment un documentaire? Et du coup, on a posé la question à Walter, parce que c'est quand même... Il y a quand même une narration qui est assez folle, c'est typique d'un shonen où il y a le grand héros qui essaye de battre le record et qui a un grand méchant avec le mentor qui est Walter Day, etc. C'est vraiment des archétypes et c'est un schéma vraiment classique de la narration du héros, de la quête. Mais d'ailleurs, on n'a pas posé la question à Zélie, team Billy ou team Stevie? Moi, je suis team Stevie. Voilà. Je dis Stevie parce que je suis trop Stevie. Moi, je suis team Brian Q. Est-ce qu'on peut introduire ce personnage? Et je pense que Andy, tu pourrais le faire. Parce que c'est l'un des plus grands fans sur Terre de ce mec. Brian dit une grande phrase, il dit « There is a kill screen coming up if you want ». Et il le dit, je crois qu'en fait, il dit quasiment que ça. Et c'est un gars qui est incroyable parce qu'il est très très peu sûr de lui. Et en même temps, il a une espèce de fausse assurance où il prétend avoir presque le record et tout. En fait, il est plutôt mauvais. Enfin, il fait partie des mauvais des bons quand même. Parce qu'on est incapable de faire les scores qu'il fait. Mais en fait, il est très prétentieux et en fait, il n'est pas très bon. On a cet extrait où il est en train de faire chier toute la salle d'arcade pour qu'ils viennent voir le Donkey Kong kill screen coming up. On va vous expliquer pourquoi après est-ce que c'est important un kill screen sur Donkey Kong et qu'est-ce que c'est. Anybody wants to see there's a Donkey Kong kill screen coming up.
There's a Donkey Kong kill screen coming up if anybody wants to watch. There's a Donkey Kong kill screen might be coming up if anybody wants to see it. There's a potential Donkey Kong kill screen if you want to watch. Hey Todd, if you're interested, there might be a Donkey Kong kill screen. Alors, qu'est-ce qu'un kill screen? Un kill screen, c'est officieusement quand en fait les processeurs de la machine ne sont pas assez puissants et du coup, au milieu de rien, au 22e niveau, Mario meurt tout seul. Voilà. Et il faut être un très très bon compétiteur pour atteindre le kill screen que Steve Wiebe atteint. D'ailleurs, je crois que Billy était le premier et seul jusqu'à Steve à atteindre le kill screen. Il a fait découvrir qu'au 22e niveau, il y a un kill screen. Oui, C'est ça. et dans la salle d'arcade, justement, où Brian Q, Steve Wiebe et Billy Mitchell font leur compétition à ce moment-là du film, le kill screen n'était encore pas arrivé dans cette salle d'arcade. Et c'était justement l'objectif un petit peu de Brian, c'était d'atteindre ce kill screen, qu'il n'aura donc pas eu, puisque c'est son compétiteur Steve Wiebe qui le fait devant ses yeux et lui vole la vedette, parce qu'ils ne sont pas vraiment les mêmes personnes. Après, bon, pour défendre Brian, c'est quand même, il est filmé comme le sbire de Billy et c'est vraiment, il est filmé comme ça aussi. C'est vraiment accentué encore une fois. Tu le défends encore. Ouais, mais je l'adore. Et du coup, Zélie, je sais pas si tu sais, mais en fait, après le film, on se rend compte que Billy Mitchell a triché. Oui, j'avais vu ça. Et alors? Mais ça fout la haine de ouf. Enfin, déjà qu'on a vraiment la haine en regardant le film pour toutes les scènes presque. Vraiment, ça fout la haine. Mais du coup, il l'a vraiment fait dans la vraie vie. Alors ça, moi, je peux apporter une réponse puisque j'ai fait mes petites recherches. Et alors, il a été accusé en 2018 que tous ses scores étaient faux et tout. Et Te rappeler juste, le film est sorti en 2007. 2007. Ouais. Ouais, tourné en 2007. Et d'ailleurs, donc, pour faire peut-être un peu tout le panel des records, juste après le film, on voit à la fin Steve a enfin réussi à battre le record, c'est le happy ending. Mais quelques mois avant la sortie nationale, Billy arrive à rebattre le record. Donc en fait, il a le record Steve juste quelques mois, quoi. Après, en 2010 ou 2011, il y a Steve qui réussit vraiment à retrouver le record, donc là, trop cool. Bon alors après, petit aparté, il y a un Américain qui a battu le record, qui a explosé le record, il s'appelle Hank Chen, et il a fait 1 138 600, alors qu'ils avaient à peine dépassé le million, quoi. Donc il leur a foutu 100 000 dans les dents. Et là, il n'a pas été battu depuis. Mais par contre, du coup, en 2018, Billy Mitchell a été accusé d'avoir triché. Il y a eu donc des procès et tout machin. Il a été vraiment disgracié de toutes les institutions. Tout le monde l'a traité de menteur et de tricheur. Et en fait, il a gagné ses procès et le World Book Guinness Record là, a réhabilité ses scores. Et l'année dernière, pour prouver qu'il n'avait pas triché, il a rebattu, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'a pas battu le record que sur Donkey Kong, il a aussi fait le score parfait à Pac-Man, et il l'a refait l'année dernière pour montrer qu'il savait le faire. Il l'a fait devant tout le monde. Donc en fait, il n'a pas triché. Ah. Mais le film est tourné comme ça parce que Billy est censé être le méchant de l'histoire, donc il faut trouver un truc. Oui, je pense qu'il avait vraiment toutes les bonnes... Enfin, c'était une bonne caricature de méchant de toute façon. Toujours un coup d'avance. Ouais, on dirait un méchant Disney si tu le mets dans un autre contexte. En soi, tu prends à peu près toutes ces caractéristiques. Il fonctionne bien, quoi, en termes de méchant. Alors que pour autant, on l'a eu au tel. Il est plutôt sympa. Il est super gentil. Il comprend même le français et anglais mal parlé. Quand on lui a dit qu'il nous avait pas répondu sur Insta, il nous a dit « Salut les gars, mais il est sympa ». C'est vrai. C'est vrai qu'il nous a pas répondu. Comment dire ? Je sais pas si vous avez remarqué quand même. Le podcast. Non. Mais en vrai, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un effet vraiment comique dans ce film, qu'on se le dise. Je sais pas. Il y a l'effet comique, en fait. Il y a tous les clichés qui ressortent, en fait, du typique américain pour Billy Mitchell ou du vrai winner, vu que c'est une fiction. Hein, ça a été monté de toutes pièces, qu'on se le dise, ça se voit. Et même, on le ressent. C'est une question qui se pose, pardon, mais c'est quand même des vrais événements qui sont filmés, remontés, c'est un peu différent. Oui, mais le vrai, le meilleur... Tu l'as ressenti comment, toi, Zélie, quand t'es sorti de la salle ? Est-ce que tu t'es dit c'est un documentaire, mais c'est incroyable comme histoire ? Ou est-ce que ça a du mal à tenir debout ? Moi,
je pensais que c'était un documentaire et que c'était juste incroyable. Après, j'ai eu quelques échos que, bon, voilà. Mais du coup, moi, je me suis pas mal posé la question de la limite entre documentaire et fiction. Parce que de toute façon, quand on fait un documentaire, on le monte et il y a forcément un point de vue. Ça peut jamais être complètement neutre. Et du coup, oui, je me demande parce que en même temps, le réalisateur a tout fait pour que ce soit comme une fiction dans l'intérêt du film. S'il avait plus nuancé Billy Mitchell, ça aurait été moins grandiose comme film. Et du coup, je pense qu'il n'a pas du tout voulu faire quelque chose de neutre et c'est un peu une docu-fiction, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut le voir comme ça parce que, pour le coup, par exemple, donc, ce que nous a dit Walter, c'est qu'il y a une scène un peu mythique vers la fin du film où il y a une rencontre enfin entre les deux protagonistes, quoi. Il y a Billy et Steve qui se rencontrent. L'apogée de toute cette montée. C'est ça, on attend ça depuis une heure. Et le seul échange qu'ils ont, en fait, c'est Billy qui le voit et il dit j'ai pas envie de perdre du temps avec ça, quoi. Et donc, du coup, ça brise le cœur du spectateur. Mais en fait, a priori, ce qui se serait passé, c'est qu'ils ont échangé ensemble, ils ont parlé. Et après, il y a eu un autre moment où il va partir et il dit bon, je vais arrêter de perdre mon temps et je rentre. Sauf qu'en fait, il s'est passé des heures entre ces moments-là. Donc, potentiellement, Billy n'est pas si méchant, il n'est pas si gentil, tout n'est pas si noir et blanc. Mais en fait, ça n'enlève pas que le film est quand même vachement bien. Oui, c'est clair. Et surtout, encore une fois, oui, c'est des parodies de personnages qui sont amusantes à voir. Et c'est surtout... d'ailleurs, je peux peut-être même parler d'un peu de l'influence qu'on a eue, nous deux, en voulant faire voir ce film. C'est Karim Debache. Je pense que... Peut-être que je connais. l'avais vu. Est-ce que, par exemple, ça t'a donné un peu plus envie en le voyant ? Mais j'avais déjà envie de voir ce film, du coup. D'accord. Du coup, c'est aussi pour ça que je suis venue, parce que je connaissais déjà le film, parce que j'aime beaucoup Karim Debache. Voilà. Et je trouve qu'il l'a très bien présenté, tout en gardant quand même une part vraiment à la surprise, quoi, parce que il effleure le film. Mais bref, je vous encourage à aller voir cette vidéo, puisque du coup, on est 3 autour de la table à l'avoir vu et avoir voulu... 4, pardon. À avoir voulu le voir après cette vidéo. Donc, la référence, Karim Debache, l'émission c'est Crost, C-R-O-2-S-E-D. Ouais. Et il a aussi un autre programme qui s'appelle Chroma, qui est très bien aussi. On vous invite à regarder ça. C'est sur Dailymotion, Chroma, il me semble. Oui, que sur Dailymotion. Moi, j'ai une petite question que j'aimerais vraiment vous poser. J'en ai deux, en fait, mais bon, la première est moins cringe que la seconde. La première, c'est du coup... En fait, non. La véritable, c'était à quel personnage... Non, mais sincèrement, à quel personnage vous vous êtes associé, genre, vraiment d'instinct. Awesome Man. Non, mais vraiment, ce soit vraiment pitoyable ou pas, soyez honnête. Ah, c'est une bonne question, ça. Je crois que c'est Walter qui m'a le plus touché, moi. Parce que on le fait passer pour le fric, un peu le gars complètement fou, qui a tout fait... Il y en a un qui est filmé aussi comme un fric, c'est Robert machin. Je me souviens plus de son Roy nom. Schild, tu veux en parler? Roy Schild, c'est non, tu parles de Roy Schild ou de Robert Bruzek? Robert Bruzek. Bruzek. Ouais, c'est Bruzek. Bruzek. Robert. Pour resituer, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'homme qui officialisait les records en regardant les cassettes avec des lunettes un peu dégarnies. Voilà. Et on a appris que, en fait... Que devient Robert Bruzek? Oui, alors il travaille plus pour Twin Galaxies et aujourd'hui il se présente à quelques conventions, mais surtout il continue sa collection de dessins et peintures érotiques. Donc ça va quand même bien avec le personnage. Pourquoi on l'a pas acheté? Ça change tout après avoir vu sa tête. Pourquoi on n'a pas réussi à le contacter surtout? Mais par contre, ce qu'on a acheté, et merci pour la transition, c'est la sauce de Billy. Ah, c'est à moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. Merde. Ah oui, merde. Moi, Chacun son tour. Moi, celui qui m'a le plus plu, c'est le père de Billy. Le père de Billy. Ah oui, le père de Billy. He's a winner. Il te dit ça avec une telle aisance. Décris un peu la scène. Alors, c'est le père de Billy et la mère de Billy qui sont interviewés à ce moment-là. Ils sont dans une sorte de studio, c'est ça? À peu près. Je pense qu'ils sont dans l'arrière-boutique. Ouais, bah voilà. Et si tu veux, il y a la mère de Billy qui est très, assise correctement, se comporte normalement. Elle parle pas du tout d'ailleurs. Voilà, elle parle écrasée par son mari. Voilà. Et il y a le mari. Et le mari, c'est une pépite ce type. C'est le cliché de l'américain.
Vraiment, il est affalé sur sa chaise, il est raide mort. Il est rouge. Voilà. Il n'en peut plus d'être vivant. Mm. Et vraiment, la seule phrase qu'il dit, c'est He's a winner. Parlant de Billy. Et toi, Zélie, alors le personnage que tu t'associes? Bah moi, du coup, je vais répondre vraiment au premier degré, mais du coup, bah, c'est Steve. C'est un peu logique, mais on le voit dès le début, et il y a tout qui est fait pour qu'on s'identifie à lui et qu'il y ait une empathie super forte qui se crée assez vite. Donc moi, j'étais du début à la fin, j'étais à fond avec lui. Je vois. Je vivais Donkey Kong. Moi, c'était Brian Q un peu aussi, parce qu'en vrai, Walter, Steve et Billy sont quand même importants. Voilà. Que le vrai perdant de l'histoire, c'est Brian. Et Brian, il est nul. Et Oui, Brian, nul du c'est début à la fin. dans le film, c'est un ex-banquier qui a tout quitté. Il a 30 ans. Il a acheté un endroit pour vivre près de Funspot, un site de jeux d'arcade, et il y va tous les jours. Et c'est sa vie. Alors du coup, je peux rebondir là-dessus. Brian, sa vie, on peut rebondir sur la tristesse de sa vie quand même. Brian, On va faire un podcast sur Donc, il Brian Q en il 3 travaille dans épisodes. une salle d'arcade et il aime tellement son travail. En même temps, c'est pas si triste que ça. En fait, c'est quand même le gars est quand même passionné, mais il a battu un record en travaillant un total de 112 heures en une semaine dans cette salle d'arcade. Putain. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup le gars. C'est Et- extrême, hein, sachant qu'il y a des gens qui travaillent pour moins de 48 heures. Mais c'est vrai que le film est très axé pour qu'on apprécie Steve. Mm. Et ça nous fait nous poser la question, en fait, et si le film avait été axé dans l'autre sens et qu'en fait c'était fait pour qu'on aime Billy? En fait, je me demande comment ça aurait été. Bah, peut-être qu'on aurait aimé Billy. Oui. Mais après, avec sa cravate USA et tout, c'est quand même un personnage assez particulier, alors que Steve a quand même plus le côté bon père de famille, un Monsieur peu tout le paumé. monde, un peu, ouais. Ouais, Parce auquel que on s'identifie vite. c'est ça, c'est que même si on dit Billy, on le prend pour un gentil et tout, il dit quand même des atrocités. Hein. Dont une phrase que je cite ici, Ah ouais. toute chose que je dis fait polémique, comme la discussion sur l'avortement. C'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Tu te rappelles, Oui, Nico cette phrase horrible. En tout cas, puisqu'on me le demande, moi en tout cas, Non, mais c'est pas grave. c'est. J'ai pas réfléchi en fait. Je pense Mais que c'est la mamie. Là, non, pas la mamie. Elle est géniale, la mamie. Elle est hypocrite. Mais elle est morte. Non, elle est la mamie. Il y a une mamie Oui. dans le film qui se fait Steve. utiliser par Steve par Billy pour ramener la cassette lorsque Steve est en train d'avoir le concours. Et en fait, elle gagne tout. Elle se fait offrir une machine, elle participe au truc, mais elle sait que Billy est vicieux. Moi, pour faire court, je pense sincèrement aussi que c'est Billy. Pardon, Steve. C'est quoi, Mais en fait, Steve ou Walter, mais c'est tout bête, mais c'est juste parce que, genre, eux deux, c'est des musiciens amateurs qui se lancent un petit peu dans autre chose sans savoir. Et j'ai écouté leurs sons et ils sont empreints d'amateurisme, mais ils ont au moins cette vibe un peu vivante qu'ont beaucoup de sons amateurs, je trouve, qui se laissent apprécier. Voilà. Martin, tu voulais enchaîner sur la sauce de Billy, je crois. Alors, carrément. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, on nous présente Billy en tant que gérant d'une entreprise de sauce. Et comment dire, celui-ci a lancé la Ricky's World Famous Louisiana Hot Sauce, qui est quand même vachement sympa. Et du coup, on s'est un petit peu renseigné dessus. Et donc, il est dit dans le descriptif que c'est la sauce la plus, comment dire, avec le plus de purée de piment et la plus épaisse de tout le game des sauces, hein, qu'on se le dise, c'est chaud. Et chaque piment est rouge de Cayenne et bien sûr est sélectionné minutieusement. Et bien sûr, pour avoir cette texture et ce goût unique, il nous dit qu'il rajoute une pointe d'ail afin de vraiment savourer un maximum son poulet. Et du coup, j'ai quand même fait des... Et j'ai quand même sélectionné quelques commentaires du coup pour voir, pour me faire une petite idée de cette sauce. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Donc le premier commentaire, c'est une fantastique sauce piquante douce pour tous les jours. Juste qu'il faut de piquant avec une excellente profil de saveur. Je vais certainement continuer à l'acheter. Je l'aime mieux que Crystal ou Frank Red Hot Sauce. Le deuxième commentaire, un peu plus gentil, ou bon, vous me direz encore une fois. Je n'ai pas pu laver le goût de Billy Mitchell de ma bouche. Malheureusement, ça ne réduit pas la nausée causée par les tricheurs de record du monde. Et pour finir, Billy Mitchell est un héros américain. Cette sauce aspire à la perfection et suscite probablement plus de controverses que la question de l'avortement. Voilà. Et du coup, on a commandé cette sauce. Et puis on va la goûter, je crois. Et puis surtout pendant l'interview, quand on a eu Billy Mitchell au téléphone, je lui ai redemandé quelle était la meilleure manière de goûter sa sauce, et c'est bien le poulet frit.
How should they use your sauce? How should they use your sauce? The best way the most popular use here is people use it on chicken or chicken wings. Okay. Yeah, thank you. D'ailleurs, Zélie, puisque tu participes à l'émission, on se demandait si tu voulais participer un peu à cette dégustation avec nous, puisque maintenant, voilà, tu es monté sur la table. Oui, Non. de ouf. Super. Mais En ce plus, sera... j'adore le piment. Ouais, mais ce sera Allez. peut-être pas du poulet frit si elle est végé. Ouais, je la goûterai à la cuillère. Y a pas de Mais problème. non, D'accord. on trouve des trucs de Non, mais il y soja. a ou pire, même des œufs. Hein. J'ai vu des commentaires qui disaient Des œufs. que sur des œufs, il paraît. Et c'est très bon, hein, selon. Des œufs végés Végé, pas vegan. Hein. Ça, je pense sur des poulets, sur des légumes mijotés, c'est très bon. J'adore. Mais En bien tout- sûr. En tout Sur cas, on la la goûtera salade. et puis il y aura une vidéo qui sortira sur notre chaîne YouTube. Ainsi que, bien sûr, l'interview. Et l'interview sera en entière aussi sur YouTube. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur la musique, Guillaume? Je voulais simplement dire que la musique de ce film, du coup, elle a été choisie. Enfin, il y a un peu deux manières de la voir. Il y a la première qui est assez simple. D'abord, le compositeur de la musique, c'est Craig Rickey, un type plus ou moins inconnu. Enfin, disons que le film qu'il a le plus fait connaître, c'est King of Kong. Il a choisi tout d'abord des musiques, comment dire, beaucoup utilisées dans le monde des films sportifs, genre Rocky, des trucs comme ça. Donc il y a You Are the Best de John Bean Esposito, Eye of the Tiger de Survivor, ce genre de son un petit peu qui met de la motivation, mais dans les années 80, quoi. Et puis ensuite, enfin oui, et tout d'abord, je me suis dit, en voyant ça, en voyant The Eye of the Tiger sur trois mecs qui sont en sueur sur des putains de salles d'arcade, enfin des jeux d'arcade, pardon. Il craque. Ouais. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de foutage de gueule en les voyant, en considérant ça comme un sport ou pas? Et ensuite, il y a les musiques qu'a créé du coup Craig Rickey, qui du coup sont beaucoup plus des ambiances très apaisantes et qui par exemple souvent sont présentes quand une émotion un petit peu forte est à l'écran. Par exemple, quand Steve Wiebe est en train de pleurer un petit peu, un peu après avoir fini son interview, il laisse la caméra tourner, et puis là, tu as Steve Wiebe qui se rend compte un petit peu de l'erreur qu'il fait ou pas, ou du moins du temps qu'il est en train de passer à le mettre dans un jeu vidéo. Il est en train de pleurer et tout. Et ces musiques-là, que du coup Craig Rickey a vraiment composées, celles-ci m'ont fait réfléchir un petit peu en les réécoutant après. Je me suis dit, ah, effectivement, peut-être qu'ils se foutent un peu de leur gueule en mettant des musiques de sport comme ça, en disant, haha, vous n'êtes pas vraiment des sportifs. Mais à côté de ça, il les prend quand même pour des vrais petits animaux avec des sentiments, en disant, bah ouais, vous vivez des émotions aussi fortes que n'importe qui, vous êtes de vraies personnes. Et je trouve que c'est une vraie preuve peut-être de sagesse, mais en tout cas une preuve de sympathie et de gentillesse, que de se dire, on se moque un peu de vous, mais gentiment, parce qu'au fond, on est tous un petit peu des nerds comme vous, quoi. Sauf pour Brian Q. Mais Brian, après, du coup, il y a une D'ailleurs, sorte de... juste un petit détail, pardon Martin, Ah, non, c'est c'est que Walter Dunn nous a dit qu'il faisait des cartes de personnages et il en a fait une de Brian Q. Exceptionnelle. We heard that you raised a trading card game. How is it going about this project? Well, I don't publish a trading card game, even though that's a good idea. I publish trading cards. So I've designed, let me see if I can find something. I've designed 5,000 different trading cards, and about 3,300 of them are actually published and printed and distributed around the world. So I publish video game, I publish football, American football, I publish, war like World War II and American Civil War, and then movie history. You would like the movie history ones. I publish movie history ones. And so that's what I've been doing for, I'm in my 11th year now, publishing trading cards. Let me see if I can grab a couple. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, Guillaume, comment dire, il y a un comique de répétition qui s'est créé quand même à force. Oui. Et comment dire, je sais pas ce que tu en as pensé, Zélie, quand même. Bah, moi, je trouve qu'il y a un côté très
comique dans le film, mais même avec le montage et justement la musique utilisée, ça rappelle presque des vidéos YouTube. Enfin, il y a un côté vraiment un peu en avance sur son temps, je trouve. Ouais, carrément. Et mais c'est vrai que je trouve que c'est pas non plus de la moquerie simple. Enfin, il y a un côté très empathique. Tu vois, je pense que s'il y avait eu que les musiques qu'on connaît un petit peu, ça aurait été un peu de l'ordre du too much. Mais vraiment avec les musiques un petit peu ambiance, country, et puis aussi les extraits par exemple de Walter Day qui est en train de jouer les mains dans le froid, ça apporte justement à on va dire la complexité un petit peu des personnages. C'est pas juste des gens beaucoup trop passionnés, quoi. Oui, parce que ça crée des personnages qui sont quand même assez touchants en fin de compte. Totalement, ouais. Et ajouter à ça avec la musique. Les amis, notre temps d'antenne est écoulé. Je suis désolé. Déjà Ouais, déjà. Merde. On pourrait parler pendant des heures. Il y a plein de choses à dire encore, mais bon, c'est les aléas du direct. Venez à nos projections les prochaines fois. Exactement. Il y a de la place. Hein. Merci. Bon, c'était un peu laborieux, mais bon, c'est la première, c'est la reprise. Merci d'être avec nous, d'avoir été avec nous, Zélie. Bah, merci à vous. Merci beaucoup Zélie, c'était merci. super. Zélie. Et du coup, on se retrouve À la pour la prochaine. dégustation. Vous pouvez donc nous retrouver sur nos réseaux. YouTube, donc Imagine, et Instagram, Imagine PomPom tout attaché, PomPom, POM, POM. Oui. On a présenté le film King of Kong. Et C'était bien. ouais. Merci Martin. À la prochaine. bientôt dans Plateau Ciné. Merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao. Bienvenue à Plateau Ciné.